RMC, face aux grandes gueules. Wesh, ils sont côte à côte. Personne. Oh, la promo du livre et tout. Non. Mais non. Tu sais ce que tu fais, Dominique de Villepin. Tu sais très bien ce que tu fais, bro. On ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Eh, franchement, le palmarès, vraiment, j'ai l'impression de connaître Dominique de Villepin que sur son discours de l'ONU, les mecs. Hein. Son discours à l'ONU, là, qui a fait grand bruit, j'ai l'impression que c'est son seul putain de palmarès, gros. Eh, ça y est, traite par YouTube, wesh. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Ancien Premier ministre, ancien chef du gouvernement. Le pouvoir de dire non, c'est le titre de votre livre aux éditions Flammarion, ce nom qui a retenti à l'Assemblée générale de l'ONU en 2003. Aujourd'hui, vous êtes l'invité des GG pour parler, commenter l'actualité. Est-ce qu'on reçoit le Jean-Luc Mélenchon des beaux quartiers? La formule est du président du CRIF hier soir. Oui, le président du CRIF aurait dû mesurer davantage ses propos. Et je commencerai par les propos inadmissibles qu'il a portés, gravissimes dans notre République. Quand on est président d'une institution aussi importante que celle qu'il préside, on a le devoir de respecter les principes républicains. Et il y a un premier principe dans la République, c'est celui de la responsabilité. Or, il prend le risque d'établir une confusion qui est celle contre laquelle tous ceux qui se battent tous les jours contre l'antisémitisme essayent d'éviter. C'est la confusion entre la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahou et l'État d'Israël et la communauté juive. Il y a par ailleurs le refus d'une forme de négationnisme. Tout le monde, tous les Français ont vécu et partagé avec la communauté juive, avec Israël, la souffrance du 7 octobre, le caractère odieux de cet acte terroriste. Eh bien, la souffrance, elle est sans limite. Elle doit aussi se tourner vers les autres qui souffrent. Et c'est le cas aujourd'hui à Gaza. Et donc, ne pas établir cette concurrence entre les souffrances. Deuxièmement, au-delà de ce principe de responsabilité, il y a un principe de vérité. Et je m'étonne que Jonathan Arfi, qui était sur le plateau de BFM, quand les propos que j'ai tenus sur le quotidien ont été falsifiés, détournés, parlant de la domination financière juive, propos que je n'ai jamais tenus, eh bien, n'en est pas tiré les leçons. D'autant plus que l'Arcom, qui exerce sa surveillance sur l'audiovisuel, avait mis en demeure BFM et il avait mis en cause et la chaîne. Il n'a jamais dit ça, non. Là, on l'avait écouté en stream légal l'année dernière sur la domination juive, je sais pas quoi. Et il me semble, alors je crois de souvenir que Apolline de Malherbe s'était excusée sur la chaîne. Elle s'était excusée. J'avoue que ça a fait un grand bruit et c'est très dangereux les mecs, hein, parce que en France, on vit dans un climat où on peut se faire insulter d'antisémite très facilement. D'ailleurs, j'avais un article à vous faire partager. Il y avait un Anglais, on lui a demandé de supprimer une photographie, parce qu'il y avait une pastèque. Et c'était considéré comme une photo antisémite. Du coup, l'Anglais a porté plainte. Les gars, pour tout et n'importe quoi, on peut te traiter d'antisémite. C'est n'importe quoi, genre. Putain, faut que je vous retrouve l'article. Attends, je crois que je peux vous retrouver l'article. Attendez. Et l'invité de la chaîne est en l'occurrence Monsieur Jonathan Arfi. Deuxièmement, le conseil de surveillance déontologique. J'ai trouvé l'article. L'image de pastèque en arrière-plan chez cet infirmier britannique d'origine palestinienne a été jugée antisémite pendant un appel vidéo. Menacé de sanctions, il a décidé de porter plainte. Mec, c'est n'importe quoi. Eh ben moi, je vais mettre une pastèque dans mon décor et on verra si on va me traiter d'antisémite, bande de bâtards. C'est vraiment abusé. Gros, c'est trop abusé, genre. En plus, le mec, il est palestinien. Il est littéralement palestinien, laisse-le tranquille. Ils sont bizarres, les gens. Des journalistes avaient, lui aussi, condamné ce détournement. Donc, deuxième principe, celui de la vérité. La vérité, elle vaut pour tous, elle ne vaut pas pour quelques-uns. Et lancer ainsi, comme il l'a fait hier soir, une chasse à l'homme, dans un moment de rencontre républicain. Les mecs, on va aller écouter, le discours du CRIF, le président du CRIF. Par contre, attends, il a dit quoi là comme dinguerie? Et lancer ainsi, comme il l'a fait hier soir, une chasse à l'homme, dans un moment de rencontre républicain. Rencontre républicain, frérot. Des mecs qui roulent pour Israël.
Non, ça m'intéresse pas, gros. Non. Rencontre républicain, ma bite, frère. Allez. Devant les représentants du gouvernement qui, évidemment, n'ont pas bougé. Ils sont habitués à être sermonnés sans avoir à cœur de défendre pour tous les principes républicains. Le dîner du CRIF s'accompagne d'un troisième principe auquel je tiens beaucoup et il est au cœur de cet ouvrage. C'est le principe d'humanité. L'humanisme républicain, c'est un devoir pour tous. Et c'est le nom de votre mouvement d'ailleurs. Hein, c'est le nom du mouvement et c'est, je crois, un engagement que nous devons tous prendre. Refuser l'essentialisation. Refuser les amalgames. C'est vrai du côté de nos compatriotes musulmans, c'est vrai du côté de nos compatriotes de la communauté juive. Donc, j'incite M. Arfi, dans les fonctions qui sont les siennes, à davantage de vigilance, à davantage de souci de vérité, parce que cela est le devoir qui est le sien dans un moment d'une extrême gravité dans notre pays, où il y a la tentation de rechercher des boucs émissaires, il y a la tentation de critiques qui sont non seulement cruelles, mais qui sont dangereuses. Vous voyez, je suis pris à partie depuis des mois, moi, personnellement, harcelé, menace de mort, mais aussi ma famille, mon fils, mes filles. Tout ceci est inacceptable. Ils ont été menacés. Menacés, absolument, mais au quotidien. Mais menacés par qui? Par quoi? Je vous le demande. Vous savez, les réseaux sociaux. Arrêtez, on sait très bien qu'il les menace de mort, les mecs. D'ailleurs, j'ai vu que ils avaient encore attaqué une agence Orpi. Vous savez, la fameuse agence immobilière où il y avait un mec qui avait insulté Rima Hassan et a eu des propos abjects sur la Palestine. Ils avaient encore cramé une agence. Et il faut savoir que les sionistes, les mecs, il faut le savoir, le chat, c'est important. Il faut savoir que les sionistes ont lancé des appels à boycotter Orpi ou à même casser leur magasin, leur agence immobilière. Il faut les naïfs. Mais oui, il faut les naïfs. Ils savent très bien c'est qui. Ils savent très bien qui sont les lanceurs d'alerte pour aller assassiner les enfants de Monsieur de Villepin. Sociaux sont anonymes. Je l'ai fait, vous savez comment ça se passe. Mais on vous reproche quoi précisément dans ces menaces? Vous savez, il n'y a pas la place pour un reproche. Ce sont des insultes, on vous traite de tous les noms et on vous condamne à une mort prochaine. Donc je crois que la responsabilité, je le redis, il ne suffit pas de mener des politiques contre... Par contre, il est malin, putain, il est malin. Les mecs, je répète, mais ce mec-là va faire mal en 2027. Vous voyez qu'il n'est pas tombé dans le piège du journaliste. N'importe quel mec d'extrême droite aurait répondu. Les personnes qui me menacent, c'est forcément des islamistes, les mauvais musulmans ou je ne sais pas quoi. On a les noms et tout. Mais lui, il tombe pas dans ce piège, gros. Il tombe pas dans ce piège, genre. Mec, il va rien faire, MDR. Je sais pas s'il va faire quelque chose, les mecs. Je ne sais pas. En tout cas, il place ses pions. Et je vous garantis qu'en ce moment, il est en train de gagner la partie sur les sondages. Vous savez que c'est la personnalité préférée des Français. Ce n'est qu'un sondage, je suis d'accord avec vous. Mais il est en train de gagner une première partie. Il est très malin, ce mec. Hein. Très malin. L'entrisme, le séparatisme. Il faut que chacun d'entre nous s'applique ces règles et ce devoir républicain. Et ça justifie un peu plus, avec cet ouvrage, le combat et l'engagement. Pourquoi, lorsqu'on évoque le conflit israélo-palestinien, il n'y a pas de place pour la nuance? Et chacun doit forcément choisir un camp et souvent insulter celui qui ne pense pas. Mais frérot, je suis désolé, il n'y a pas de nuance. Il y a forcément un camp, mon gars. Dans une histoire, dans le conflit israélo-palestinien, tu peux pas avoir de nuance. C'est impossible. Je ne vous fais pas dire, puisque je défends la nuance et la mesure, il n'y a pas une phrase que j'ai prononcée depuis le 7 octobre qui puisse m'être reprochée. J'ai en permanence cherché le point qui doit être celui de la France, d'une diplomatie à la fois d'équilibre et d'initiative. Mais vous savez, la nuance, elle est terriblement agressive pour ceux qui sont des inconditionnels d'un parti. Et c'est bien cela qu'il faut condamner, cette inconditionnalité qui crée de la confusion, et surtout qui ne permet pas à la France d'être là où elle doit être. La diplomatie française, et je le dis souvent, elle a vocation à être toujours en initiative, parce que c'est ce qui crée de la fierté. Elle ne l'est plus là aujourd'hui? Pas suffisamment. Pourtant, le président Macron et vous voyez bien sur tous les fronts. Mais vous voyez bien, faute de mesure dans notre diplomatie, ou plutôt capacité le matin de dire une chose et le soir de dire une autre chose, que nous ne sommes pas suffisamment à notre place. Et le résultat, c'est que la diplomatie qui doit jouer un rôle de bouclier pour tous les Français, c'est le combat que j'ai mené. Mais t'as raison, Ragnar. Hein. Chaque question, les gars, j'ai l'impression que chaque question est un potentiel piège. J'ai l'impression qu'on lui pose une question et on lui balance une grenade.
Et il est comme ça. Oh putain, faut pas que ça explose à la gueule. Attention. Chaque question est un piège, putain. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères avec Jacques Chirac, faire en sorte que la diplomatie française soit un bouclier. Et dans un moment où notre pays est vulnérable, où les risques de terrorisme sont importants, eh bien, nous avons le devoir d'être à la tâche, bien davantage, plus que nous le faisons aujourd'hui. Elle a été détruite, la diplomatie française? Elle a été brouillée. Elle a été brouillée parce que les messages et les principes de cette diplomatie sont simples et ils sont constants depuis le général de Gaulle. Une vocation d'indépendance, une vocation d'équilibre, une vocation d'engagement. Et c'est ça qui s'est perdu. Parce qu'il y a la volonté de faire plaisir aux uns et puis aux autres, d'essayer en permanence... C'est Emmanuel Macron là que vous visez. Bien sûr. C'est le président de la République. Bien sûr, mais c'est la diplomatie d'Emmanuel Macron. Si le Quai d'Orsay était davantage libre de mener la politique qu'il voudrait mener, eh bien Donc là, tu le trouves intelligent parce que les hommes politiques sont rendus nuls sous Macron. Ils surnagent parmi des incompétents et c'est triste. Eh ben moi, franchement, ce commentaire-là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et t'es pas le premier à le dire sur mon chat. T'es pas le premier. Parce que la classe politique française est nulle, genre, elle est nulle. D'ailleurs, Macron, il en a fait un commentaire ce matin, un micro-trottoir, un truc comme ça. On lui a posé la question de l'incompétence du gouvernement et même des députés. Mais ton commentaire, il est factuel, genre. Il est factuel. La classe politique française, elle est nulle à chier en ce moment, genre. Les politiques et les journalistes, bien sûr. Jean-Victor, merci pour le sub, mon gars. Merci, mon gars. Président de la République, c'est davantage en situation de marquer des points pour la France. On a 2 otages français en Iran qui risquent aujourd'hui la peine de mort. Et nous avons aussi un écrivain franco-algérien, M. Sansal, et un journaliste français qui sont également détenus en Algérie. Est-ce que c'est un échec pour la France? Alors ça, malheureusement, tous les régimes, tous les gouvernements ont été confrontés à ces questions d'otages. Et je l'ai été moi-même à différentes reprises. Quelle doit être la doctrine face à ces otages? La doctrine, c'est bien évidemment d'essayer de mobiliser tous les instruments qui sont les nôtres. Les instruments de la diplomatie française, mais aussi tous les instruments de la diplomatie internationale. Parce que chacun sait que nous n'avons que peu de contacts avec la théocratie iranienne. Et donc nous devons passer par ceux qui, eux, ont une crédibilité. Je pense que c'est ce qui a motivé, pour une part, le coup de téléphone d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, la Russie a une relation privilégiée avec l'Iran. De la même façon, la Chine, qui importe une grande partie du pétrole iranien, a une relation privilégiée. L'Arabie saoudite, qui, sous l'égide de la Chine, a normalisé ses relations. Donc nous devons utiliser tous ceux qui sont susceptibles de faire passer un message à Téhéran. Le problème que nous avons, c'est que les tensions du Moyen-Orient, les combats, les guerres du Moyen-Orient ont des conséquences sur la situation et en particulier sur celle de nos otages. Et que les autorités à Téhéran sont divisées. Il y a des factions plus ou moins radicales et donc il y a des luttes de factions et nos otages d'État, sont évidemment utilisés pour essayer d'envoyer des messages à la France, qui n'est pas sans moyens. Le président de la République l'a laissé entendre. Nous avons, dans le cadre de la politique des sanctions, la possibilité, dans les prochaines semaines, d'utiliser un retour à des sanctions massives, comme celles qui existaient avant le 14 juillet 2015, avant l'accord que nous avions signé avec l'Iran et qui a été dénoncé malheureusement par Donald Trump. Mais puisque vous parlez de ces tensions, en particulier avec l'Iran, est-ce que vous diriez, comme le chancelier allemand, que Israël et les États-Unis font le sale boulot pour les Européens en ayant... Putain, mais moi je... Putain, mais wesh, mais la promotion du livre, le livre est au centre de la caméra et tout. BFM TV, ils posent des questions un peu explosives, mais tu sais, ils sont pas dans l'invective, ils sont pas dans la pique, comme ils le font avec, par exemple, la France Insoumise, ou par moment, sur Marion Maréchal, ou bien Zemmour. Genre, c'est bizarre quand même. On dirait que BFM TV, ils ont trouvé leur candidat à promouvoir. Je vais surveiller cette histoire de près. Ils préfèrent De Villepin à Mélenchon. Ah ben ça c'est un tapis, non? Ah ben ça je suis d'accord avec vous les mecs, hein. Je suis d'accord avec vous, hein. Parce que eux, ce qui leur intéresse, les médias, faut savoir que les médias vont être très actifs pendant les présidentielles, les mecs, c'est qu'ils vont essayer de chercher quand même le candidat de droite qui n'est juste pas raciste en fait.
un candidat de droite qui ne parle pas de voile, qui ne parle pas des musulmans, qui ne parle pas du clivage de politique français. Genre, non. Il préfère même Zemmour à Zemmour. Enfin, il préfère même De Villepin à Bardella, Zemmour, tout ça, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ça reste notre ennemi d'Oflore. Ah oui, après, idéologiquement, on n'a toujours pas écouté ses idées de droite, mais je pense qu'elles sont encore bien ancrées, les mecs. Hein. Elles sont encore très très bien ancrées. Je pense que c'est juste du respect dû à son historique. Bah. Ouf, ouais. Bah, les mecs, excusez-moi, hein, je suis désolé, mais Bayrou, il a un historique pas forcément similaire à Dominique de Villepin. Bayrou, il a été ministre à l'ancienne, il a essayé de se projeter en tant que président de la République, il a échoué, il est Premier ministre, mais pour autant, il s'est fait cuisiner par les journalistes, ce mec-là. Hein. Ça l'a pas empêché de se faire cuisiner par les journalistes. On a vu une embrouille hier entre ce journaliste-là, Alain Marchal, il s'appelle, et Bayrou hier. Franchement, le palmarès ne fait pas tout, les mecs. Hein. Le palmarès ne fait pas tout, genre. Attaquer l'Iran ou pas? Non, je ne le dirais pas pour une raison simple. C'est que la diplomatie, ce n'est pas une matière opportuniste. On ne se réjouit pas, même s'il peut y avoir des conséquences positives. Dans le cas présent, on ne peut que se réjouir que le régime iranien soit affaibli. On ne peut que se réjouir d'imaginer que le programme iranien soit affaibli, même s'il reste beaucoup d'inconnus sur la réalité de ce programme. Mais ce que nous perdons à travers ces initiatives israéliennes et américaines est sans doute beaucoup plus important que ce que nous pourrions en opportunité gagner. Et ce que nous perdons, c'est l'affaiblissement du droit international. Et ceci veut dire que dans d'autres crises désormais, eh bien, nous serons totalement démunis. Chacun peut invoquer... On ne pourra pas faire la leçon à ceux qui transgressent le droit. Exactement, mais d'ailleurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation. C'est difficile de faire la leçon à Poutine maintenant. Et on le voit bien. Et quand les États-Unis décident de suspendre leur aide, Dieu sait nécessaire, puisque Kiev a vécu cette nuit, la nuit la plus tragique depuis 2022, eh bien, nous n'avons pas de principe à défendre, nous n'avons pas de possibilité sur la scène internationale pour défendre nos positions. Et c'est tout le problème aujourd'hui du deux poids, deux mesures. Pourquoi est-ce que la diplomatie française, elle est plus faible ? Parce qu'elle a perdu son exemplarité, elle a perdu sa capacité à dire le droit, à dire la justice. Tout l'enjeu de la reconnaissance de l'État palestinien, c'était la possibilité offerte à la France de reprendre le leadership au plan de la justice internationale. Oui, mais reconnaître un État palestinien. Franchement, non, mais De Villepin, il va jamais changer sur la question de l'impérialisme français. Hein. Il a trop envie que la France a du buzz sur le monde, genre, sur le monde. Le leadership sur la question de la reconnaissance de la Palestine, le leadership dans le Moyen-Orient, le leadership sur la question au Liban. Mon gars, on est un petit pays, hein. En tout cas, Macron, il a fait en sorte qu'on devienne un petit pays, mais il a jamais changé de position par rapport à ça. Hein. Il est vraiment placé, en fait, il place la France sur une carte du monde comme si c'était les États-Unis. Genre, ok, on est la 8e puissance mondiale, il n'y a pas de problème, mais mon gars, mollo quand même. Mollo, c'est comme Jacques Chirac, exactement les mecs, je suis d'accord avec vous, Chirac, De Gaulle, etc. Je vois ce que vous voulez dire. On n'est pas n'importe qui non plus. Bien sûr les mecs, je vais pas sous-estimer la portée de notre pays, évidemment, mais à chaque fois qu'on entend le discours de Villepin, il est toujours le même par rapport à la place de la France. La place sur l'échiquier mondial. Du Hamas, est-ce que c'est possible? Mais il ne s'agit pas du tout du Hamas en la matière. Bah, c'est pas quelque chose de mal, non, Doflor? Bah, j'ai du mal avec... En fait, j'ai du mal avec l'impérialisme français. Le fait que la France donne des conseils à tout le monde, bombe le torse pour conseiller, faire de la diplomatie. Des fois, il faut un peu d'autonomie, les mecs. Hein. Faut que les pays, ils savent s'autogérer aussi, hein, sans passer par des puissances... étrangères, style États-Unis, France, etc. C'est mon avis, les mecs. Hein. Franchement, c'est mon avis. Vous pouvez me dire que j'ai tort, mais je trouve qu'on devrait se mêler de nos affaires. Bah, c'est pas mauvais en vrai. Bah, moi, je suis pas d'accord. Je suis désolé, les mecs, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Tu deviens un pays non-name, tu subis la puissance des autres et tu n'es pas sur le devant de la scène. Mais frérot, je te prends l'exemple de la Suisse. Alors, je sais pas si c'est le meilleur exemple, les mecs, mais là, je reste uniquement en termes d'économie. Genre, on va rester sur l'économie, peut-être sur la politique sociale, etc. Je pense que la Suisse, le pays n'a pas vraiment de buzz,
Mais pour autant, le pays se porte bien. Je sais pas. Peut-être que c'est le mauvais exemple, la Suisse. La Suisse, c'est peut-être un mauvais exemple, j'en sais rien, les mecs. Mais on a un savoir-faire en France. Il y a un mec qui l'a dit sur le chat. On a un savoir-faire qui est juste très mal exploité parce qu'on a de mauvais gestionnaires politiques, quoi. Les pays scandinaves, c'est pareil, tu vois. Les pays scandinaves n'ont pas un énorme buzz sur l'échiquier politique mondial, même géopolitique, et pour autant se portent très bien. La Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark. Enfin, je sais pas, les mecs. Hein. Peut-être que je me trompe, hein. Mais je trouve que Dominique de Villepin, il veut trop se mêler des affaires... bon, pour la reconnaissance de la Palestine, c'est une promesse, donc on va essayer de tenir la promesse, mais sinon, faut pas trop se mêler des affaires des autres pays, genre. L'autodétermination. Chacun gère son business. Déjà, commence par t'occuper de la France. Déjà, pour commencer, commence par la France, commence par les Outre-mer, commence par la question de Mayotte, commence par la question de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, mais t'occupe pas des autres pays, frère. Ça y est, cousin. Moi, je vous dis la vérité, ça y est. C'est bon. C'est toujours lui qui est, notamment à Gaza. C'est ici qu'on l'attend aussi de Villepin, les mecs. C'est ici qu'on l'attend. Parmi les conditions qui sont posées, bien évidemment, il n'est pas question de faire retour du Hamas. Il n'est pas question de donner une place au Hamas dans le cadre de la nouvelle autorité qui sera définie. Donc, ne compliquons pas les choses. Le principe, par contre... Oui, mais Mahmoud Abbas est affaibli. Il n'y a pas d'interlocuteur, quand même. Mais bien sûr, mais il est affaibli. Est-ce que vous n'êtes pas naïf? Mais non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il est affaibli? Parce qu'on ne crée pas les conditions pour avoir une autorité palestinienne qui soit capable de prendre les choses en main. Oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est un vide absolu. Et tous les jours, tout ce qui est fait par Benjamin Netanyahou, c'est pour éradiquer la question palestinienne. C'est pour éliminer toute perspective de solution palestinienne. Et on voit bien que ce qui s'est joué dans les dernières semaines, c'est à la fois l'éradication de la question palestinienne et bien évidemment l'éradication de la question iranienne. Zora Habitant. Monsieur de Villepin, donc j'ai lu votre livre, qui est très brillant, et c'est un très beau livre. En tout cas, merci de l'avoir écrit. Mais j'ai été, interpellée par deux passages. Le titre, d'abord, et puis un chapitre qui est le refus de l'occidentalisation. Un chapitre de l'occidentalisme. De l'occidentalisme, pardon. Et donc, ça veut dire quoi, ça, l'occidentalisme? Justement, j'ai pas très bien compris. C'est le détournement de l'Occident. Comme puissance meilleure que les autres, quoi. Non, c'est le détournement de l'Occident, se repliant sur lui-même et continuant à vouloir prétendre dicter le cours du monde. Alors, justement, donc on comprend ce que vous voulez dire, mais ce que vous oubliez de dire, c'est que l'oppression ne vient pas que de l'Occident. D'abord, qu'il y a des dictatures arabes, des régimes théocratiques, des systèmes patriarcaux et féodaux qui broient leur propre peuple. Et cela, vous ne les nommez pas. Et en plus, vous voulez rompre avec la fabrique de l'ennemi. Moi, je trouve ça très bien. Mais alors, il faut aussi stopper la fabrique de l'excuse. Cette manie de tout ramener à l'Occident comme si le reste du monde était sans responsabilité. Sans liberté et sans cruauté. Vous nommez très peu, en fait, ces régimes théocratiques. On a l'impression que l'Occident enfante des injustices, des cruautés et de la barbarie dans le monde et que ses propres territoires ne produisent pas eux-mêmes leur propre barbarie. Et dernière chose, le titre « La République des Lumières », c'est merveilleux. Moi, j'adhère 100%. Mais lorsque l'on vous parle du voilement des petites filles, vous dites « Je ne suis pas couturière ». Ah, vas-y, s'il te plaît, ouais. C'est tout le temps la même chose. On n'a pas parlé de l'islam de toute la soirée, gros. Il y a toujours quelqu'un pour ramener la question de l'islam. On est fatigué. Wesh. Putain. Pour une fois que j'allais faire un stream sans les musulmans, c'est pas possible. Ah, pardon. En fait, non, vous avez compris ce que je veux dire. Sans les musulmans, genre, sur le sujet, genre. Vous voyez ce que je dis? I can't. Et là, quand on reprend la définition des Lumières, on voit qu'il y a vraiment quand même une schizophrénie qui mérite quand même une explication. Réponse à Zora. Oui, alors sur le premier point, l'occidentalisme, je souscris pleinement à ce que vous venez de dire. Mais la responsabilité qui est celle de l'Occident, puisque nous dirigeons le monde depuis 1945, l'ordre mondial tel qu'il a été défini, il se fait sous l'égide
des pays occidentaux, les États-Unis. Mais voyez les gars, je vais faire une parenthèse quand même, et peut-être que vous allez me donner tort, mais c'est pas grave, on est là pour débattre. Quand la meuf elle dit qu'il faut dénoncer ces régimes théocratiques, moi ça me fait penser à un truc les mecs, et ça c'est la faute du capitalisme encore une fois. L'Arabie Saoudite est un régime théocratique. On est d'accord le chat? Oui, il me répond un petit peu Urgu, je vais remettre un peu en arrière, et parce qu'il est en train de répondre une partie de ma question. Mais le régime théocratique, la meuf présente ça comme si il faut pas faire du business avec eux. Mais le problème, c'est que l'Arabie Saoudite est une grande puissance. L'Arabie Saoudite a signé des contrats avec les États-Unis. On commerce avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie pas saoudite, s'il te plaît. Mais comment ça, wesh? Arabie Saoudite? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Genre, excusez-moi. Enfin, désolé. Désolé. Genre, je sais pas. L'Arabie Saoudite décapite des gens. Mais oui, les gars, mais ce que je veux vous dire, c'est que tant que tu auras encore des pays comme ça qui vont continuer de commercer avec des régimes théocratiques, ce sera... Genre, ça va continuer encore et encore et encore, genre. Excusez-moi, hein. Là, je suis en train de taper la liste des pays théocratiques. Il y avait alors, c'est pas théocratique à 100%, mais il y a une forte influence religieuse. Comme par exemple le Pakistan. Le Pakistan est une république islamique. La république islamique du Pakistan, il y a des éléments de la charia dans leur législation. Ben, littéralement, ça n'empêche pas les États-Unis de commercer avec le Pakistan. L'Union européenne, exactement aussi. Israël, exactement aussi. État juif démocratique. Après, est-ce que faire du business avec des pays où il y a des atrocités est un problème? Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais le problème, Victor, c'est que tant que le capitalisme dicte les règles dans ce monde, il y aura toujours des pays comme la France ou des continents comme l'Union européenne ou même les États-Unis d'Amérique qui vont continuer à commercer avec ces pays-là. Eh ben oui. Eh ben oui, mon gars. On sait très bien que dans Israël, il y a une forte influence religieuse dans les lois du pays, genre. Et ça n'empêche pas la Chine aussi. Voilà. Mais ça n'empêche pas l'Union européenne de continuer à commercer avec ces pays-là. Donc oui, il faut le dénoncer. Oui, il faut le dénoncer, mais mec, tu dénonces, d'accord, merci de le dénoncer, mais tu crois que la France va couper les ponts avec l'Arabie Saoudite? Mais jamais de la vie, gros. Jamais de la vie. C'est du poids de mesure de partout, de flamme. Mais oui, mais c'est une forme d'hypocrisie mondiale, en quelque sorte. Hein. C'est une forme d'hypocrisie mondiale, bien sûr. Doflamme et l'Arabie Saoudite n'a pas fait un dixième du nombre de victimes de vos démocraties préférées. On en fait trop sur les théocraties par laïcardise. Mais les États-Unis, ils n'ont pas invoqué le catholicisme. Mais Eddie, je suis d'accord avec toi. Mais évidemment, en fait, je vais prendre des pincettes sur ce que je vais dire, les mecs. Je vais pas donner du gaz au régime théocratique, mais la manière dont la meuf nous présente ça, t'as l'impression que le régime théocratique, c'est la pire chose qui existe sur Terre. Alors que je vous rappelle que les États-Unis, qui n'est pas un pays théocratique, a balancé 2 bombes nucléaires. Allô? Ils ont balancé 2 bombes nucléaires. La peine de mort existe encore? Injection létale ou je ne sais pas quel autre machin chouette pour exécuter des prisonniers? Pardon, s'il vous plaît. Donc j'ai l'impression que la meuf, elle veut que Dominique de Villepin fasse en sorte qu'il y a une séparation entre l'Occident et le monde oriental. La meuf, elle est en train de nous dire que tous les régimes théocratiques, c'est un régime de merde. Écoute, on va écouter sa réponse du coup. Attends, je vais juste mettre un peu en arrière et je vais écouter. Dirigeons le monde depuis 1945, l'ordre mondial. Tu dis n'importe quoi, Dofla. Bah du coup, argumente, frérot, parce que si t'argumentes pas, on va pas s'en sortir. Les gens qui critiquent H24, l'Arabie Saoudite ou le Qatar, avec tout ce qui se passe même ici en France, sont juste islamophobes et racistes. Je vais pas retirer ma take. Ah. Après, moi, comme je l'ai dit, je vais pas donner du gaz à des régimes théocratiques. Je dis simplement, et c'est là où je suis en train de vous dire, les mecs, il faut que chacun voit midi à sa porte. On n'est pas là pour donner des leçons. Il faut d'abord s'occuper de nos affaires. C'est pour ça, les gars. C'est pour ça. Eh oui.
tel qu'il a été défini, il se fait sous l'égide. Exactement, il faut regarder son nombril, bien sûr, bien sûr. Les États-Unis et les pays européens. Donc, on ne peut pas, de ce point de vue-là, se dissimuler la responsabilité particulière que nous avons. Bien sûr, les dictatures arabes, bien sûr, et c'est pour cela que nous avons soutenu les printemps arabes. Tout ceci est une vérité. Mais à l'heure de la responsabilité, ce que je souligne, c'est que notre intérêt, ce n'est pas de se comporter en gendarme du monde, puisque nous connaissons les conséquences. Et c'est en ça que je dénonce l'occidentalisme. C'est que le fait de ne pas vouloir faire partie du monde et travailler avec le monde, mais de continuer à vouloir dicter au monde ce qu'il doit faire, nous place en position d'accusé. Donc, mon souci, c'est tout simplement de prendre en compte le monde qui vient. Il veut pas... Ok, il a répondu en partie à ce que j'ai dit tout à l'heure quand il parlait de, tu vois, la place de l'impérialisme. Il veut pas qu'on dicte ce qui se passe dans l'autre monde, enfin dans le monde oriental. Il veut qu'on commerce avec tout le monde, mais ça se trouve, dans sa tête, il a toujours cette envie que la France place ses pions et la France, est toujours un rôle central dans l'échiquier politique mondial. Donc moi, je reste sur ma take, les mecs. Je reste sur ma take. Eh oui. Donc il pense à la France. Ouais. Il pense à la place de la France dans le monde. Il veut parler avec tout le monde, mais il veut que la France soit respectée. J'ai capté son idée, son principe. De prendre en compte les changements de la mondialisation, de prendre en compte les changements d'un ordre mondial, voire même d'anticiper sur la création d'un ordre mondial qui doit être plus juste et plus pacifique. Mais vous nommez donc pas les le choses. militarisme, c'est évidemment la conséquence de cette domination occidentale. Une phrase, c'est que quand on finit votre livre, on a vraiment l'impression, moi j'ai eu le sentiment d'un livre un peu complotiste où vous donnez un état des lieux, mais vous ne nommez pas spécifiquement entre guillemets ce mal. Il y a une espèce de qui. En fait, moi à la fin je me dis qui crée le mal, qui est puissant, quel est cet ordre mondial. Vous êtes dans l'autoflagellation. Voilà. Mais elle, je suis désolé, mais elle a la réponse. Elle a la réponse de qui est la source du mal, du coup. On sait ce que tu penses, ma gueule. Qui? C'est quoi? C'est les Arabes, c'est ça? C'est la source du mal mondial. Tu dis pas que les Américains, ils sont aussi pour quelque chose. Tu dis pas que l'Union Européenne, ils sont aussi pour quelque chose. Pour toi, c'est Arabe, c'est le numéro uno, genre. Non, je ne crois pas du tout. Je suis dans le principe de responsabilité qui m'anime. Et ce que je constate, c'est que ce que nous croyons être la solution pour répondre aux maux du monde. Attends, je vais te poser la question à ChatGPT. Quel pays déstabilise le plus l'ordre mondial? Ah, il m'a donné des réponses, les mecs. Il m'a fait un top 4 des pays les plus dangereux, genre. Vraiment, qui déstabilisent l'ordre mondial. Avec une guerre nucléaire, une guerre ou je ne sais pas quoi. Top 4. Corée du Nord. Oh, la Corée du Nord, essai nucléaire, menace militaire constante envers la Corée du Sud et le Japon, trafic d'armes, etc. D'accord. Top 3. L'Iran. L'Iran. Soutien à des groupes armés comme le Hezbollah, les Houthis, tensions dans le Golfe, attaque par procuration, proxy wars. Wesh. Programme nucléaire. Ok. Impact régional très élevé avec des retombées mondiales. Ok, l'Iran. Top 2. La Chine, bizarrement la Chine. Pression sur Taïwan, militarisation de la mer de Chine méridionale, cyberespionnage, soutien indirect à la Russie, impact mondial élevé et croissant. Mais les mecs, le jour où la Chine va récupérer Taïwan, faudrait être prêt les mecs. Hein. Waouh. Top 1, la Russie. La Russie, bizarrement, il n'y a pas les États-Unis, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Pays accusé de déstabilisation par la force ou la guerre, la Russie. Invasion de l'Ukraine en 2022, intervention en Syrie, cyberattaque, désinformation, impact mondial très élevé. Il n'y a pas... il y a les États-Unis quand même. Hein. Facteur aggravant dû à des puissances économiques ou diplomatiques passifs ou ambigus. Les États-Unis, toujours de manière indirecte. Soutien à des régimes controversés, changement brusque de politique étrangère, perception d'impérialisme ou de double standard selon les régions. Ça, c'est vrai que les États-Unis ont toujours fonctionné comme ça. Il n'y a pas Israël. Bizarre. Il y a quand même les États-Unis dans le classement, mais il n'y a pas Israël. Les États-Unis est 9e. Les États-Unis sont 9e, dans la déstabilisation de l'ordre mondial. Très bien. Très bien. Top 9. Top 9 favé.
particulier, l'outil militaire, a montré qu'il n'était pas la réponse. Donc je tire les leçons du passé. Et les leçons du passé, c'est qu'il nous faut prendre un autre chemin. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il y a un autre chemin qui nous permet de refuser l'essentialisation, la fabrique de l'ennemi, de sortir de cette opposition, de ce clivage entre l'Ouest et le reste du monde. Donc si vous n'êtes pas président, vous pourrez toujours devenir couturier. Et ça implique de travailler sur la base du multilatéralisme. Un mot simplement sur la couture, puisque vous avez été interpellé sur cette réponse qui a quand même surpris. Poussons plus loin, puisque ce que j'ai voulu à travers ce terme, c'est montrer le caractère absurde du débat tel qu'il est posé. De la même façon qu'on ne va pas s'amuser à tailler les barbes ou mesurer les barbes pour savoir ce qui est permis et ce qui n'y l'est pas. Nous sommes dans un monde... On peut s'inquiéter quand même de voir de plus en plus de barbus, par exemple. Mais nous sommes dans un monde où nous devons avancer avec les principes qui sont les nôtres. Attends, quoi? Wesh. Yo. Wesh. Attends. Yo. Comment ça, wesh? Mais c'est un niqué. Ouais, c'est un ouf. Ah, la vie de ma mère, c'est un ouf. Nous sommes dans un monde... On peut s'inquiéter quand même de voir de plus en plus de barbus, par exemple. Mais nous sommes dans un monde où nous devons avancer... Attends, ça passe crème. Il n'y a pas un mec sur le plateau qui... Il n'y a rien. Dominique de Villepin, il continue son propos. Les journalistes ne reprennent pas Charles Consigny. Ça passe crème. Genre, wesh, ok, d'accord. Avec les principes qui sont les nôtres. Et le principe de laïcité, il nous donne la réponse, il nous donne les outils. Puisque le principe de laïcité, quand il y a contrainte dans ce domaine, eh bien, il permet d'agir. Nous n'allons pas engager, comme le font d'autres pays, une police du vêtement. Non. Nous sommes soucieux... Mais l'interdiction de la baya, vous êtes pour? À l'école? Oui. Bien sûr, mais... Oui. Pourquoi? Parce que... Là, il peut pas hésiter. Parce que là, je pense qu'il va parler du principe de laïcité, de neutralité. Je pense que là, il va pas hésiter à dire qu'il est pour l'interdiction de la baya. Attendez, on écoute. Ce qui est posé à l'école, c'est un principe. Mais le voilement d'une petite fille, on n'est plus dans la laïcité. Je veux dire, on peut s'inquiéter de signes de radicalisation. Quand on va dans certains coins de France et qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes en barbe de 5 jours et de djellaba et de plus en plus de jeunes filles voilées, on peut se dire que quand même, on va sur une pente qui n'est pas forcément idéale au pays des Lumières. Ça peut se dire. Mais il faut savoir distinguer ce qui ressort du cadre de l'intime et ce qui ressort du cadre de la famille. Le voilement d'une petite fille de 8 ans et la République des Lumières, ça me fait bizarre quand même. Oui, mais vous allez donc établir une police. Attention, parce que là, on est sur un autre terrain, les mecs. Là, on est sur un autre terrain. Là, il nous reste 1 minute de vidéo. Et sur les 5 dernières minutes, on a le Dominique de Villepin qui va commencer à parler de politique française. Attention, les gars, on écoute sa réponse. Là, on n'est plus dans l'international. Enfin, les gars, on n'est plus dans l'international. Let's go! Enfin, on aura un Dominique de Villepin qui va parler de la France. Qu'est-ce que tu veux pour la France? Putain! On a signé pour ça. Mais oui, frère, j'en avais marre d'avoir le Liban, la Palestine. C'est important, évidemment que c'est important. Mais c'était un disque rayé, gros. C'était un disque rayé. Ça y est, maintenant, parle de la France un peu, putain. Bah non, il faut que j'applique Ça y est, chef. Eh ben, il faut éduquer. Il faut renoncer. Eh bien, nous sommes d'accord. Il faut refuser. Eh bien, nous partageons refuser. Contrainte législative d'éducation. Mais parce que ce n'est pas possible. Et nous partageons exactement. Il faut refuser. Il faut mais pas nous partageons le même tentation de la nous partageons le même constat. Nous partageons le même constat. Simplement, une mesure législative dans ce domaine, 1, ne serait pas praticable. 2, ne serait pas efficace. Nous le savons tous. Mais c'est vrai, les mecs, hein, Charles Consigny, il dit ça comme ça. Et la meuf, là, Zora Bitan, je crois qu'elle s'appelle, ils disent la même chose, interdiction, mais ça veut dire quoi, en fait? Interdiction, ça passe forcément par une police qui va vérifier le vêtement, qui va vérifier la barbe. Ils savent très bien pertinemment que c'est pas possible, c'est pas réalisable, mais pourquoi ils le disent quand même à la télé? On verra jamais ça en France, les mecs, hein. On verra jamais ça en France, genre. C'est juste pour le buzz. Mais c'est impossible à mettre en place. Ça peut pas exister, genre.
la mesure d'interdiction dans ces cas-là ne fait que nourrir la tentation de réagir par rapport à cette interdiction. Monsieur Dominique de Villepin a le pouvoir de dire non. Le livre. C'est pas ce que je dis. De fait, mais je suis totalement d'accord avec vous. Alors, je crois que l'école est justement là pour constituer le lieu d'apprentissage de ces principes communs. Attends, question, comment ça, c'est pas fini là?